Alors, donc nous aurons, trois intervenants. Le premier intervenant sera donc, Frédéric Lasserre qui nous parlera de navigation. Ensuite, Pauline Pic, des ressources naturelles et enfin Magali William de la sécurité humaine. Donc je vais rapidement rappeler les règles. Ne faites pas comme votre modérateur, ne dépassez pas les 15 minutes et à l'issue des trois présentations, nous aurons 30 minutes de questions. Voilà, donc je laisse la parole à Frédéric pour nous parler, de la navigation. Parfait, merci beaucoup, Michael. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Alors, partager l'écran avec Sophie. Ça va bien. Je vais- Voilà, que tout le monde voit bien. Frederick, we see your presenter view. C'est parfait. Parfait, d'accord. No, Donc, je vais essayer de revenir un petit peu sur les... Frederick, we Oui, see your presenter view in your notes. oui. Pas de mettre l'affichage et support presenter view. Voilà. Est-ce Ouais, que merci. c'est bon? Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer de revenir rapidement sur les grands faits qui ont marqué l'histoire de la navigation dans l'Arctique au cours de l'année précédente et esquisser quelques perspectives pour l'année 2023. Donc, revenir par exemple sur des points qui étaient importants avant les deux ruptures majeures qui se sont opérées au cours de ces deux dernières années. Rappelez que la navigation, vous le savez, mais c'est toujours utile de se replacer dans le contexte, était effectivement en expansion, ce qui va dans le sens de ce que la plupart des médias nous répète. Je vais qualifier ce type d'expansion. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de navires qui sont dans l'Arctique canadien, dans les eaux groenlandaises, dans les eaux de la route maritime du Nord. Il y avait donc cette tendance réelle à l'expansion des trafics essentiellement de destination. Je vais y revenir dans un instant. Et on peut se poser la question, quels ont été les impacts de la COVID? D'une part, on va voir que ça a eu des impacts divers selon les régions. Et surtout, quel a été l'impact de la guerre en Ukraine? Quel a été le portrait de l'évolution de la navigation suite à la pandémie et à l'éclatement du conflit. Alors, la navigation arctique présente des densités contrastées. Cette carte que vous avez sûrement déjà vue qui montre où se concentre l'essentiel de la navigation dans la région arctique, elle est de plus en plus pérenne. On voit très bien qu'effectivement des zones qui concentrent une densité de navigation qui est relativement importante, donc la mer de Barents, la mer de Kara, l'ouest de la côte du Groenland, la baie de Baffin, et ça s'oppose à des régions où effectivement il y a extrêmement peu de navigation, peu d'activité non seulement de transit, mais même très peu de trafic de destination. Il n'empêche pas que les routes maritimes demeurent fort discutées dans les médias. Ça fait, pour ma part, 25 ans que je parle de navigation dans l'Arctique et on dirait que c'est toujours les mêmes idées qui reviennent tout le temps, à savoir qu'avec les changements climatiques et la forme de la banquise, l'émergence des autoroutes maritimes arctiques, c'est encore pour demain. Donc, 25 ans que c'est pour demain. Alors, cependant, comme je l'ai dit tantôt, le trafic, oui, il augmente, mais c'est essentiellement un trafic de destination et non pas tellement de transit. C'est un trafic qui est alimenté par l'exploitation des ressources. Pauline y reviendra beaucoup plus en détail pour préciser quels sont les projets qui portent, ceux qui sont les moteurs de cette expansion, le ravitaillement des communautés, des villages et bien sûr aussi les projets de développement des sites extractifs, donc une navigation qui est alimentée par la logistique industrielle. Alors, comment est-ce qu'on peut, quel regard est-ce qu'on peut porter sur l'évolution du trafic donc dans la période très plus contemporaine? Ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, le trafic de transit demeure assez limité, en particulier dans le passage du Nord-Ouest. Bon, on le sait, l'essentiel du transit dans le passage du Nord-Ouest était alimenté par le trafic des bateaux de plaisance et des navires de croisière. Avec la pandémie, justement, en 2020-2021, ce type de trafic a été suspendu pour des raisons sanitaires. Donc, ça a conduit évidemment à une chute très importante du trafic de transit. Ce qu'on observe, c'est qu'il commence à reprendre pour le trafic de plaisance. 4 navires qui ont transité par le passage du Nord-Ouest. Bon, ce sont des données provisoires qui vont jusqu'au 1er novembre 2022, mais on peut supposer que les grandes lignes, les grandes tendances sont déjà présentes. Et en revanche, pour la croisière, la surprise, on a effectivement un trafic qui semble nettement plus important que dans le passé, comme si l'industrie cherchait à rattraper un peu le temps perdu. En revanche, et ce qu'on observe aussi,
même si le trafic n'a pas repris ses niveaux antérieurs à cause précisément de la baisse des transits des bateaux de plaisance. Ce qu'on observe depuis 2019, c'est l'émergence peut-être d'un transit commercial. On voit que pendant toutes ces années, donc depuis le début du siècle jusqu'en 2018, il y a 1-2 transits de navires commerciaux maximum par année. Depuis 2019, 5 navires, 2020 aussi, 4 navires en 2021 et 7 navires en 2022. Alors, est-ce que c'est une prémisse de changement que l'on commence à observer? Ce sera à suivre au cours des prochaines années, ce qui me fait dire que ce n'est pas nécessairement l'amorce d'une expansion rapide du trafic de transit, c'est que tous ces transits sont le fait d'une seule compagnie. C'est la compagnie néerlandaise Wagenborg qui apparemment se fait une spécialité, exploite un petit marché de niche en faisant passer quelques navires par le passage du Nord-Ouest pour le transit. À voir donc si effectivement cette tendance très sommaire se confirme au cours des futures années. Du côté de la route maritime du Nord, je précise tout de suite qu'il n'y a pas de données pour 2022, ou en tout cas elles sont très partielles, parce qu'à cause précisément de la guerre en Ukraine, le principal organisme qui colligeait les informations et les transmettait au public, Center for High North Logistics, CHNL, a fermé à la fin du mois de mai 2022. Donc, il y a très peu de données qui ont pu être colligées. Donc, on sait simplement qu'il y a eu 5 transits jusqu'à cette date-là, dont 4 assurés par des entreprises étrangères sur les 5 premiers mois de l'année. Alors déjà, c'est une information qui est en contradiction avec ce qu'on trouve souvent dans les médias où on dit qu'il n'y a pas eu de transit du tout assuré par des entreprises étrangères. Bon, il semble que ce soit objet de débat, mais j'ai vu effectivement dans la presse professionnelle des comptes rendus de ces transits assurés par des entreprises étrangères. Donc, il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup, puisque effectivement, sans doute, par peur des sanctions, même les compagnies chinoises n'ont pas effectué de transit, apparemment, sauf parmi les 4 qui sont... il y a eu un transit par un navire de COSCO. Donc, les compagnies chinoises se sont abstenues d'effectuer des transits, sans doute par crainte précisément des sanctions occidentales. Donc, la plupart des transits qui ont pu avoir lieu au cours de 2022, vraisemblablement, sont le fait de compagnies de navigation russes qui, effectivement, ne créent pas de telles conséquences. Alors, ce qu'on a pu observer du côté russe, c'est qu'effectivement, la tendance à l'expansion relative du transit se confirme, puisque après la baisse qu'on connaissait jusqu'en 2016 a commencé, donc le trafic a commencé à reprendre, 27 transits en 2017, 64 en 2020, 85 en 2021. Bon, évidemment, on n'a pas de données pour 2022. On sait que le trafic total a atteint environ 34 millions de tonnes, donc légèrement en dessous de 2021. C'est un trafic qui est donc significatif et qui est essentiellement alimenté par l'extraction des ressources naturelles. Évidemment, ça laisse un petit peu songeur quant à l'atteinte de l'objectif affiché par le Kremlin pour 2024, qui est maintenu. Pour Moscou, on vise toujours l'atteinte d'un trafic total, d'à peu près 80 millions de tonnes. Si en 2022, on a atteint 34 millions de tonnes, on se demande comment, même si les projets d'extraction sont effectivement en expansion, comment on pourra atteindre cet objectif. On ne connaît pas le volume de transit spécifique pour 2022, juste le volume total transporté sur 2022. Cette faiblesse du trafic de transit donne de plus en plus le vent dans les voiles à ce nouveau modèle d'affaires dont vous avez peut-être entendu parler, à savoir la construction de hubs de transbordement. Donc, voyant effectivement le très faible intérêt de la plupart des compagnies maritimes pour le transit, qui suppose donc l'achat de navires à coque renforcée, qui suppose une gestion logistique assez compliquée, sachant que la navigation dans l'Arctique va demeurer saisonnière. Donc, ce nouveau modèle propose la construction de hubs de transbordement, un du côté Atlantique et l'autre du côté Pacifique, avec la création de compagnies maritimes spécialisées dans la navette à l'année longue entre ces hubs de transbordement, ce qui permet donc la participation de compagnies maritimes internationales avec des navires classiques, open water. Donc, ça suppose 2 transbordements, un du côté de l'Atlantique et l'autre du côté Pacifique. Il y a plusieurs sites portuaires qui sont sur les rangs pour essayer de capter ce marché qui est encore très, très potentiel. Pour le moment, les seuls ports de transbordement qui existent sont du côté de la Russie, avec Mourmansk et Petropavlovsk, donc sur le Kamchatka. Il y a des projets émergents du côté de Kirkenes, du côté de Finafjord en Islande,
côté d'Halifax, Quiquet-Tarjoac sur l'île de Baffin, Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, tous ces projets sont plus ou moins avancés, plus ou moins crédibles sur le plan des affaires, et c'est certain qu'il n'y aura pas de place pour tous ces projets de hub de transbordement. Donc, une idée qui fait de plus en plus parler d'elle, ce sont des paris commerciaux assurément. Dans quelle mesure est-ce qu'ils pourront effectivement se tailler une part de marché et relancer l'idée du transit? Ça reste à voir. Maintenant, dès qu'on parle des mouvements globaux des navires dans l'Arctique canadien, donc y compris le trafic de destination, là, on voit effectivement que c'est beaucoup plus substantiel. Autre indice qu'effectivement, c'est là que se trouve le principal moteur de la navigation dans l'Arctique. On voit que dans l'Arctique canadien, malgré la pandémie, il y a eu quand même un trafic assez substantiel, soutenu du côté des navires marchands. Donc, une augmentation en 2021, il y a un petit peu moins de navires en 2022, mais comme je disais, les données sont encore partielles, ça ne couvre pas toute l'année. Donc, tous ces trafics sont essentiellement alimentés par les projets, non seulement la desserte des communautés, des villages autochtones, évidemment, mais surtout par les projets de prospection minière et les projets extractifs, donc qui tirent vraiment la navigation dans l'Arctique canadien, y compris aussi d'ailleurs dans l'Arctique russe. Donc, pour 2022, on a des données un peu plus étayées, encore une fois, sur les 5 premiers mois. Déjà, sur les 5 premiers mois de l'année, il y avait 716 voyages dans l'Arctique russe, où on voit qu'effectivement, malgré les sanctions qui visent le développement des projets gaziers, pétroliers et charbonniers, mais il y a eu quand même un trafic assez substantiel. Bon, c'est certain qu'il y a ensuite l'embargo sur l'importation de charbon par l'Union européenne, l'embargo sur le pétrole, bientôt l'embargo sur les produits pétroliers. Il faut souligner que, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans les médias, il n'y a jamais eu de volonté européenne de cesser les importations de gaz russe. Il y a eu des volontés de nuire aux projets gaziers futurs avec des sanctions de logistique industrielle, mais il n'y a jamais eu de projet d'embargo sur les produits gaziers russes. Donc, il y a toujours eu un trafic assez substantiel porté par les compagnies maritimes russes essentiellement, parce que les projets continuent d'aller de l'avant. Donc, c'est un trafic largement tiré, là aussi, par l'extraction des ressources naturelles, qui a été très peu affecté par la COVID, d'après ce qu'on peut voir à travers les statistiques. En revanche, évidemment, la guerre en Ukraine pourrait avoir des conséquences sur le long terme, en freinant la mise en œuvre de nouveaux projets d'extraction, en obligeant aussi les compagnies, à la fois par la décision russe, donc de cesser une bonne partie des ventes par des gazoducs et en se tournant vers l'exportation par des navires, pardon, j'en perds mon français moi aussi, des méthaniers pour l'exportation du GNL, du gaz naturel liquéfié vers l'Europe. On va voir qu'il y a aussi une réorientation importante des flux pétroliers. Tous ces projets donc, continuent d'aller de l'avant avec la construction de nouveaux terminaux d'exportation. Donc, du côté de la péninsule de Taïmyr, outre les projets dont on a déjà beaucoup parlé, projets de port de Sabetha, donc presqu'île de Yamal, presqu'île de Ghidan. Il y a donc les projets sur la péninsule de Taïmyr que Moscou pousse beaucoup encore à l'heure actuelle. Donc, un terminal pétrolier, un terminal charbonnier, un terminal gazier. Si tous ces projets vont de l'avant, ça va bien sûr pousser encore plus la navigation liée à l'extraction des ressources naturelles sur la route maritime du Nord. Se pose la question, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans quelle mesure les sanctions vont ralentir, voire rendre très difficile la mise en œuvre de tous ces projets. Ça reste évidemment une inconnue. Ce qu'on voit aussi, c'est donc une réorientation des flux de gaz, des flux de pétrole. On voit ici les flux pétroliers sur la route maritime du Nord qui sont de plus en plus détournés à cause de l'embargo pétrolier décrété par l'Union européenne vers l'Asie. On voit qu'effectivement, à partir du moment où se profile début décembre la mise en œuvre de cet embargo, de plus en plus de pétrole, au lieu d'être exporté vers les marchés européens, se tourne plutôt vers les marchés asiatiques. Donc, ça se voit sur cette carte où, effectivement, à partir de l'Arctic Gate, des terminaux de Prirażom-Noye et Warandej, au lieu d'être orientés vers le terminal pétrolier de Doumba, près dans la baie de Mourmansk, et ensuite vers les marchés européens, de plus en plus, les flux pétroliers sont orientés vers l'Asie, ce qui suppose évidemment une réorganisation logistique
D'abord parce qu'il n'y a plus de terminaux intermédiaires pour assurer cette exportation. Il faut trouver des pétroliers à coque suffisamment renforcée pour naviguer sur la route maritime du Nord. Il faut trouver des pétroliers qui soient assurés à cause aussi du price cap qui a été mis en œuvre par l'Union européenne et les pays du G7. Et ça suppose aussi donc de réorganiser la possibilité d'assurer l'escorte par des brises-glaces pour ces pétroliers qui de plus en plus donc, vont exporter le pétrole vers les marchés asiatiques. Donc, en conclusion, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'exploitation des ressources naturelles demeure le principal moteur du trafic, encore à l'heure actuelle en 2022 et vraisemblablement pendant encore de nombreuses années. Le transit continue d'être peu attractif pour la plupart des compagnies à travers le monde, d'où l'émergence poussée par beaucoup d'investisseurs, notamment par les Russes, de modèles des hubs de transbordement, à voir si effectivement ce pari commercial pourra se concrétiser. Et c'est encore difficile de mesurer tous les impacts de la guerre en Ukraine sur le transit et les flux, mais c'est certain que déjà ça a affecté de manière assez significative le trafic de transit, puisqu'il a été largement boudé par les compagnies étrangères. Et on voit que les Russes sont aussi en train de réorganiser les flux de matières premières qui sont extraites dans leur Arctique de l'Europe vers davantage les marchés asiatiques, que ce soit sur terre à travers les tubes et sur mer à travers la route maritime du Nord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Le typing est parfait. Excellent. Je vais donc passer la parole maintenant à Pauline pour le chapitre sur les ressources naturelles auquel tu as aussi participé. Mais du coup, c'est Pauline qui va nous le présenter. Donc, merci à toi, Pauline. Merci beaucoup. Donc effectivement, moi je vais vous présenter le chapitre sur les ressources qui a été coécrit avec Frédéric. Alors je vais partager mon écran. Je pense que ça c'est bon. Est-ce que comme ça fonctionne? C'est bon. Parfait, merci. Effectivement, je vais vous présenter un chapitre donc sur les ressources coécrit avec Frédéric. Donc. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier Magali et Michael d'avoir repris le flambeau de l'année arctique et d'avoir coordonné le volume de cette année. Puis, merci aussi d'avoir organisé cet événement de lancement. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est de revenir un petit peu sur les grandes tendances en matière de ressources arctiques, puisque 2022 a été une année assez mouvementée de ce point de vue également. De toute évidence, évidemment, l'invasion de l'Ukraine et ses conséquences ont eu un impact significatif sur les enjeux énergétiques. Cela étant, si c'est une tendance qui est dominante, c'est pas la seule à observer et à surveiller pour cette année et pour 2023. Et d'ailleurs, je vais commencer avec le reste. Je commencerai donc peut-être avec l'Arctique nord-américain, et si on commence par parler des hydrocarbures, l'exploration pétrolière et gazière a connu de nouveaux reculs. Alors, si on s'intéresse au cas du Canada dans un premier temps, le moratoire sur l'exploration pétrolière dans les eaux arctiques, qui a été mis en œuvre en 2016 pour la première fois, arrivait à échéance en décembre, après avoir été renouvelé 2 fois. Alors, au moment de l'écriture du chapitre, la décision de renouveler ce moratoire n'avait pas été rendue publique, mais c'est maintenant le cas. Et Ottawa a annoncé le maintien des restrictions pour les années à venir. Donc, Ottawa a annoncé ça en janvier. Alors, c'est une décision qui peut parfois paraître un peu impopulaire dans le Nord, mais plusieurs analystes soulignent quand même qu'au-delà des contraintes environnementales qui sont mises en avant pour justifier cette décision, il y a aussi des contraintes économiques qui s'exercent, parce que si des permis d'exploration étaient délivrés, de toute façon, la production ne pourrait pas commencer avant 10 ou 15 ans dans un marché qui est déjà éventuellement, qui commence à décliner. Donc tout ça, ça renvoie à un enjeu de rentabilité parce qu'il y a aussi une forte pression en faveur d'une transition énergétique et donc de sortir du pétrole. Et donc cette volatilité des marchés pétroliers ne permet pas de garantir la rentabilisation de l'exploitation des gisements arctiques. Ça, c'était pour le Canada. Si on passe à l'Alaska, ce type de contrainte, évidemment, se pose aussi sur ce territoire-là. Donc le moratoire d'Obama qui avait été mis à mal sous la présidence Trump a été pratiquement réinstauré par l'administration Biden. Et donc, plusieurs licences d'exploration et d'exploitation ont été annulées. Alors, en conséquence, 3 principales compagnies ont annoncé cesser toute exploitation en Arctique et se retirer, encore une fois, de l'Alaska.
Donc, à cette tendance, à ces contraintes économiques qui se jouent à la fois dans l'Arctique canadien, mais aussi dans cet Arctique américain, s'ajoute une tendance qu'on pouvait aussi observer les années précédentes et qui donc vient se confirmer, parce qu'il y a aussi, et qui joue dans la balance, plusieurs grandes banques américaines et aussi grandes compagnies d'assurance ont annoncé qu'elles ne financeraient plus et n'assureraient plus de projets en Arctique, qui évidemment joue un rôle majeur quand des compagnies décident ou non de se lancer sur ce marché. Si elles ne vont pas pouvoir être financées ou assurées, évidemment, c'est un frein majeur sur ce type de projet-là. Si on s'intéresse maintenant au Groenland, donc le gouvernement a annoncé la suspension de l'exploration pétrolière et gazière sur son territoire donc en 2021. Alors, c'est certain qu'il n'y avait pas de champ actif et que les campagnes d'exploration qui avaient eu lieu jusque-là avaient été relativement décevantes. Malgré tout, c'est quand même significatif. Évidemment, au Groenland comme ailleurs, les mêmes contraintes économiques s'exercent. Les cours du pétrole sont extrêmement volatiles et donc c'est pas évident de garantir la rentabilité d'investissements majeurs dans les hydrocarbures si on doit penser à long terme. Évidemment, sous-jacent à cette décision, on peut souligner évidemment la perception publique de l'extraction pétrolière qui joue un rôle majeur. Et donc, cette tendance des contraintes à la fois économiques, environnementales, mais aussi sociales, qui s'exercent sur la production d'hydrocarbures est quand même significative et c'est une tendance qui se poursuit. Alors, si on regarde maintenant la Norvège, on sort de l'Arctique américain, mais sur le territoire norvégien, ce type de contraintes s'exerce aussi sur à la fois les projets d'exploration et d'exploitation. Un nouveau budget a été adopté à la fin du mois de novembre 2022 et il repousse jusqu'à fin 2025 la délivrance de nouveaux permis d'exploration dans les zones frontières, donc les zones pas encore explorées. Alors, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, notamment pour l'Arctique nord-américain, parce que l'exploitation, là, est toujours permise pour les projets qui sont déjà en cours et qui sont déjà entamés. En revanche, il n'y aura pas de nouvelle autorisation, au moins jusque 2025. On peut toutefois noter que c'est aussi en lien, sans doute, avec le déclin du nombre de compagnies qui étaient candidates à des licences d'exploration. Si on regarde rapidement des chiffres, on avait 26 compagnies qui étaient candidates à ce type de licence en 2016, moins de la moitié en 2018 puisqu'il n'y avait plus que 11 compagnies candidates, et puis en 2021, c'était 7 compagnies qui, au total, s'étaient portées candidates à de nouvelles licences d'exploration. Voilà pour le portrait des hydrocarbures dans l'Arctique nord-américain et norvégien. Comme on va le voir, maintenant, le portrait est vraiment différent pour ce qui concerne les ressources minières. Et puis, je reviendrai dans un dernier temps sur le cas russe, évidemment, qui se démarque un petit peu. Donc, de fait, en matière d'exploitation minière, l'activité semble plutôt se maintenir. Un cas cependant intéressant sur lequel je propose de nous arrêter, parce qu'il s'agit quand même d'une décision qui risque de faire date, c'est celui de cette mine de Mary River dont vous avez certainement entendu parler. Alors, l'entreprise Baffinland avait déposé une demande d'expansion de la production. Donc, la production actuelle est de à peu près 6 millions de tonnes par an et l'entreprise Baffinland avait demandé une demande d'expansion pour doubler la production et passer à 12 millions de tonnes par an. Pour que cette expansion soit viable, ça impliquait aussi la construction de tout un tas d'infrastructures de transport pour pouvoir acheminer la ressource, évidemment, vers le marché. Et ça impliquait notamment la construction d'une voie ferrée entre la mine de Mary River et le port. Ça impliquait aussi la construction d'un autre quai de chargement pour pouvoir gérer, bien sûr, la production supplémentaire et son acheminement. C'est donc un projet d'expansion qui est vraiment ambitieux et qui témoigne évidemment du potentiel économique de cette mine. En mai, une première décision avait été rendue par la commission du Nunavut chargée de l'examen des répartitions, donc une commission qui examine ce type de projet et évalue leur impact environnemental. Cette commission, donc en mai, a rendu un premier avis négatif vis-à-vis de ce projet d'extension. Et suite à cette décision, le ministre fédéral des Affaires du Nord a autorisé le maintien des activités à leur niveau actuel, c'est-à-dire à 6 millions de tonnes par an, mais en attendant de prendre une décision formelle et officielle quant au projet d'extension et de doublement des capacités de cette mine. Et c'est finalement à la mi-novembre que la décision a été rendue publique, puisque Ottawa a officiellement exprimé son opposition à cette expansion.
Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de voir les raisons qui ont été invoquées pour justement justifier cette opposition à cette expansion de la mine. D'abord parce que Ottawa a souligné en premier lieu des effets écosystémiques qui seraient importants et susceptibles d'avoir un impact négatif sur les communautés autochtones. Le ministre a aussi évoqué des effets transfrontaliers potentiels. À mon avis, ça c'est vraiment très significatif et important parce qu'il souligne donc des impacts négatifs qui pourraient s'étendre au-delà du Nunavut et du territoire canadien. On peut donc souligner qu'en matière d'exploration minière et d'exploitation minière, les questions environnementales, finalement, se taillent également une place dans ce processus de prise de décision. Au-delà de ce cas de Murray River qui est particulièrement significatif, on peut malgré tout signaler que de grands projets d'exploration et d'exploitation sont encore en cours, à la fois vis-à-vis de projets existants qu'on prévoit d'accroître et de nouveaux projets. Et là, ça va être très en lien avec ce qui a été dit précédemment par Frédéric. Alors, je vais citer quelques projets dont on a entendu parler cette année, peut-être en commençant par le projet de Hope Bay, où l'entreprise Agnico Eagle, qui avait repris le projet de mine en 2021, a annoncé donc à la fois poursuivre l'exploration du site, mais aussi relancer la production là où elle existait déjà. Toujours au Nunavut, l'entreprise Sabina Gold et Silver a décidé de poursuivre l'expansion du projet de la mine Goose Gold et avec une mise en exploitation qui est prévue pour l'horizon 2025. À proximité de Baker Lake, encore au Nunavut, la compagnie Forum Energy Metals a pris la décision d'étendre ses projets d'exploration d'uranium. Alors, cette question de l'uranium, elle est intéressante parce que, à nouveau, elle pose la question de l'acceptabilité sociale. Et ça fait écho à un autre projet qui a cette fois été abandonné à Granfjeld au Groenland, où justement cette question de l'acceptabilité sociale a fait défaut. Et c'est ce qui a conduit à l'abandon du projet, puisque, en tout cas, le projet a été suspendu après la victoire aux législatives d'une coalition qui avait fait de l'interdiction de l'extraction d'uranium une promesse de campagne. Donc, cette question de l'acceptabilité sociale joue aussi de plus en plus un rôle important. Malgré tout, évidemment, au Groenland, le potentiel minier demeure important. J'évoquerai ici peut-être les projets de la compagnie Blue Jay Mining dans la région de Disko-Nuussuaq, qui a annoncé 4 projets d'exploration pour une potentielle extraction à la fois de nickel, de cobalt, de cuivre, de platine, autant de produits dont la demande est très importante pour répondre aux besoins en matière de production de véhicules électriques notamment, qui sont censés accompagner la transition énergétique. Au Groenland, on peut enfin souligner un potentiel d'exploitation de sable aussi, alors que évidemment la demande demeure forte pour ce matériau à l'échelle mondiale, pour les besoins notamment de construction. Alors j'en viendrai maintenant à l'Arctique russe, que j'ai volontairement séparé parce que les enjeux sont peut-être un petit peu différents, aussi parce que les projets énergétiques dans l'Arctique russe ont pas mal cristallisé l'attention cette année, et donc le portrait va éventuellement être un petit peu différent. Même si on a quand même des contraintes assez similaires, notamment en termes de coûts. Je voudrais commencer peut-être par un rapide rappel des ordres de grandeur, parce qu'au total, les ressources arctiques représentent 10% du PIB russe. 17% du pétrole russe est produit en Arctique et c'est 83% du gaz russe qui est produit dans la région. Juste un petit rappel donc pour souligner que les ressources arctiques jouent un rôle majeur dans l'économie russe, notamment le gaz, et donc c'est pas étonnant qu'on en ait autant parlé cette année, compte tenu de son importance aussi sur les marchés mondiaux. Donc là encore, et c'est la même carte que dans la présentation de Frédéric, pour souligner que malgré tout, c'est peut-être pour commencer d'ailleurs, les projets en cours se poursuivent et il y a toujours des projets d'exploration et de mise en valeur de champs pétroliers. Donc en juillet, Rosneft a annoncé la découverte d'un nouveau gisement pétrolier dans la mer de Pechora. En janvier, Gazprom annonçait l'ouverture de la production du champ de Semakovskoye. Et par ailleurs, la mise en valeur du gisement de je m'étais entraînée à prononcer le mot, Karasavskoye, à l'ouest de Yamal, continue de progresser. Le très ambitieux projet Vostok Oil, que vous avez ici sur la carte, se poursuit également.
Et donc, au total, on prévoit la mise en valeur de 13 champs pétroliers et gaziers avec un objectif vraiment ambitieux de production de 100 millions de tonnes à l'horizon 2030. Évidemment, ça implique la construction d'infrastructures de transport de ces ressources dont Frédéric a déjà parlé. Ce qu'on peut noter donc de prime abord, et sans vraiment surprise compte tenu des faits économiques et de la part des ressources russes dans le PIB que j'ai évoqué juste avant, c'est que les ambitions russes restent grandes dans la région et que les développements se poursuivent. C'était annoncé dans la dernière stratégie russe pour l'Arctique et compte tenu donc de cette importance économique, c'est pas étonnant que ces ambitions demeurent hautes. Ce qui se pose alors comme question, c'est la question des effets des sanctions occidentales. Et je commencerai peut-être par 3 points principaux qu'il faut relever quand on les évoque. D'abord, si l'exploitation se poursuit et que les projets demeurent actifs, il faut souligner que les grands partenaires occidentaux et asiatiques se sont retirés du projet. Alors, Equinor a finalisé son retrait en septembre 2022. BP, Shell, ExxonMobil ont aussi annoncé un retrait complet. L'entreprise française Total, qui avait rapidement été pointée du doigt parce qu'elle n'annonçait pas justement son retrait, a finalement cédé en août. Il n'y a pas que les compagnies occidentales, on peut citer aussi la compagnie Trafigura, qui est une compagnie singapourienne qui a revendu ses 10% du projet Vostok Oil et qui s'est donc retiré du projet. Ce qui se pose vraiment donc, c'est cette question de la dépendance vis-à-vis à la fois des technologies et des capitaux occidentaux et asiatiques qui se pose à ce niveau-là. En février 2022, par exemple, Novatek annonçait l'échec de son essai de liquéfaction du gaz et son intention de se tourner vers des fournisseurs occidentaux. La compagnie Linde Engineering, qui produit du matériel de liquéfaction du gaz, s'est aussi retirée du projet Arctic LNG 2. Je peux citer aussi le constructeur naval sud-coréen qui a annulé la commande de Novatek de 3 méthaniers pour défaut de paiement. Tout ça, ça pose la question de la dépendance vis-à-vis des technologies occidentales, d'autant qu'à moyen terme se posera certainement aussi la question de la fourniture de pièces de rechange pour le projet Diamal, qui repose aussi sur des technologies occidentales. Un deuxième point qui est éventuellement important à souligner en termes d'effet des sanctions, c'est qu'au chapitre des potentiels autres partenaires russes, on peut aussi citer les compagnies chinoises et plusieurs ont pris leur distance vis-à-vis des projets russes et annoncé avoir suspendu, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, leurs activités pour se prémunir éventuellement de sanctions occidentales, alors que ces compagnies sont aussi actives sur d'autres marchés. Finalement, bien sûr, la question de la recomposition de la géographie de l'export de la production russe que Frédéric a commencé à évoquer dans sa présentation est vraiment une question majeure. La crise a montré la dépendance des marchés européens vis-à-vis du gaz russe. Alors, selon les chiffres disponibles, on estime que les importations européennes en provenance de la Russie ont largement baissé, en tout cas pour le transport par pipeline, mais en même temps, ça a augmenté par voie maritime. Au total, il reste que la part totale de la production russe dans le mix européen est en déclin, mais voilà, ça pose la question d'alternative à cet immense marché européen et comment est-ce que la production russe peut se réorganiser pour réorganiser ses exportations. Pour pas trop dépasser sur le temps qui m'est imparti, j'en viendrai à ma conclusion. Et donc, voilà, au total, on a de nombreuses contraintes qui s'exercent sur la production arctique, des contraintes qui sont environnementales, qui sont économiques, qui sont sociales. J'ai évoqué rapidement l'impact majeur de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur les marchés d'exportation des ressources russes. Et d'après moi, c'est le principal enjeu à observer en 2023, c'est-à-dire la recomposition du marché de l'export des ressources russes, compte tenu de toutes les difficultés qui vont se poser sur cette question-là. Et j'en terminerai ici. Merci Pauline, merci beaucoup. C'est parfait pour le temps. C'est très bien, donc on va pouvoir continuer sur la question de la sécurité humaine avec Magali Villerme. Et je suppose que tu vas juste laisser ton Oui, que le je son pense et pas la que vidéo. ce sera moins pénible pour tout le monde. Je vais juste lancer ça et puis je vais couper ma caméra. Je suis vraiment désolée pour la fin du panel qui était, je pense, un petit peu difficile à suivre. Alors, stop. Je coupe l'idée. Voilà. Non, toujours pas.
N'hésitez pas à me dire si ça recoupe. Donc, merci à tous d'être là. Donc, pour l'année arctique, je suis chargée depuis 2019 de faire une analyse annuelle des évolutions des dimensions de sécurité humaine au sein donc, des sous-régions arctiques. Comme d'habitude, voilà, ça commence bien. Ok. Wow. Pardon. Hein. Donc le plan, je vais commencer par un très rapide rappel du concept de sécurité humaine appliqué aux sous-régions arctiques avant d'axer vraiment les propos sur l'évaluation des indicateurs pour 2022. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la sécurité humaine appliquée à l'Arctique? Et je vais développer rapidement 3 points. Quelle est la définition de sécurité humaine que je mobilise ici? Pourquoi est-ce que je mobilise cette définition? En quoi est-ce qu'elle est pertinente pour les sous-régions arctiques? Et on pourra l'illustrer en montrant cette pertinence avec les dimensions de sécurité humaine que je vais évoquer. Donc, tout d'abord, la sécurité humaine a été développée dans les années 90 par l'école de Copenhague, donc une des écoles de sécurité, et elle met l'accent sur la protection des individus ou des groupes d'individus face à des menaces violentes ou non, physiques ou non. Donc, en fait, elle déplace l'objet de sécurité de l'État à l'individu et elle inclut les menaces au développement, à la santé ou à l'environnement, par exemple. Le rapport mondial sur le développement humain de 1994 propose une définition de la sécurité humaine dite au sens large, qui est celle que je retiens dans l'ensemble de mes travaux. Pourquoi? Eh bien, parce que cette définition comporte 7 dimensions et par ordre alphabétique, ces dimensions sont donc les dimensions alimentaires, communautaire, économique, environnementale, personnelle, politique et sanitaire. Or, les communautés arctiques souffrent de menaces, de risques qui sont liés à ces 7 dimensions, d'où l'intérêt, à mon sens, d'appliquer ce prisme de lecture pour faire une analyse contemporaine des sous-régions arctiques. Et cet enjeu a été illustré cette année par 2 déclarations, l'une par le Conseil circumpolaire Inuit et l'autre par Mike Sfraga, président de la Commission américaine sur la recherche arctique. Donc, je les ai reproduites sur la diapositive, je ne fais pas souvent ça. Je ne vais pas les lire en entier, mais donc, de toute façon, elles sont dans la version écrite et puis vous les retrouverez en ligne sans problème. Mais donc, on peut notamment noter que dans ces enjeux prioritaires, le Conseil circumpolaire Inuit cite la bonne gouvernance, la santé et le bien-être, la langue et la culture, la chasse et la sécurité alimentaire, le milieu marin et le besoin d'infrastructures. Et de son côté, Max Fraga souligne l'importance pour une superpuissance comme les États-Unis d'être une superpuissance dans d'autres aspects que la sécurité traditionnelle. Donc là, on peut aussi rejoindre une des questions qui a été donnée dans le premier panel. Donc moi, je vais prêcher pour ma paroisse et parler de sécurité humaine, comme on s'en doute. Mais donc, à côté de ça, il nomme plus précisément l'accès à l'eau potable, à une électricité fiable. Il nomme spécifiquement la sécurité communautaire et il parle également de préserver les modes de vie de subsistance des communautés arctiques. Et comme nous allons le voir sur la slide suivante, ces enjeux prioritaires et ces autres aspects de sécurité peuvent être attachés aux dimensions de sécurité humaine. Donc, en effet, les sécurités alimentaires et environnementales sont visées dans ces citations par les mentions chasse, océan Arctique et milieu marin. La sécurité communautaire est évoquée par la volonté de préserver les langues et les cultures circumpolaires, ainsi que les modes de vie de subsistance des communautés arctiques. La sécurité économique des communautés circumpolaires doit être renforcée par de nouvelles infrastructures. C'est noté dans le Conseil circumpolaire arctique qui parle de besoins en infrastructures, et nous le verrons, il s'agira surtout d'habitation. La santé et le bien-être ainsi que l'accès à l'eau potable doivent être améliorés donc pour mieux garantir les dimensions personnelles et sanitaires. Et enfin, la sécurité politique sera renforcée par les objectifs de bonne gouvernance dont parle le Conseil circumpolaire Inuit. Donc, cela étant posé, quid des dimensions de sécurité humaine pour l'année 2022?
Donc, pour proposer cette évaluation des indicateurs, je vais d'abord poser le contexte général avant de parler très rapidement de la méthode mobilisée et des grandes tendances pour 2022. Donc, quel est le contexte de l'année 2022 ? Eh bien, ce contexte est très lié à au contexte de l'année 2021. Donc, pour rappel, en 2021, j'avais axé l'analyse des évolutions des dimensions de sécurité humaine sur une étude de l'évolution des risques à la sécurité environnementale et de leurs impacts sur les autres dimensions de sécurité humaine. Donc, pour l'année 2021, j'avais conclu à une accélération donc toujours plus inquiétante des changements climatiques, mais les nombreuses initiatives mises en place dans les sous-régions arctiques par les gouvernements m'avaient incité à conclure à une stagnation de ces risques, plutôt qu'à une aggravation. J'avais utilisé la même analyse, mais inversée, pour la sécurité personnelle, dans le sens où il y a énormément d'efforts de réconciliation entrepris par certains gouvernements, et notamment le gouvernement canadien et danois, mais les incertitudes et le mal-être liés au futur, liés à l'aggravation des risques environnementaux, font que, dans mon analyse, j'avais conclu à une stagnation de ces risques. En parallèle, j'avais conclu à une atténuation des risques aux sécurités communautaires et politiques en lien avec la sécurité environnementale et notamment avec les mouvements des populations autochtones contre des sites miniers. On en reparlera, mais Pauline a déjà un petit peu évoqué ça également. Et j'avais également terminé sur une aggravation des menaces aux sécurités alimentaires et économiques et aux sécurités sanitaires, donc sanitaires qui étaient très liées à la pandémie. Et j'en profite pour corriger une erreur que j'ai vue dans mon chapitre de l'année dernière, comme quoi on peut relire 100 fois un écrit et on trouve toujours des choses. Dans ma conclusion, j'avais cité 2 fois le mot alimentaire dans les dimensions, et donc il y en a un qu'il faut évidemment remplacer par sanitaire. Bon, voilà, cela étant posé, donc comme nous le verrons, donc dans l'année 2022, on se place dans la continuité de 2021, avec l'aggravation spécifique et inquiétante de 2 dimensions. On le verra un petit peu plus en détail, mais il s'agit de la sécurité personnelle et de la sécurité politique. Donc, rapide point sur la méthode. Donc, comme pour les années précédentes, j'ai tiré mes conclusions donc, de sources scientifiques et médiatiques parues en 2022 en utilisant les mots-clés liés à chacune des dimensions de sécurité humaine, en langue française et en langue anglaise. Donc, 3 limites. Linguistique, tout d'abord, puisque je n'ai pas accès aux sources en langue russe, par exemple, ou en langue norvégienne. Limite temporelle et limite également d'accessibilité à certaines publications et à certaines données. Donc, avec tous ces éléments, quel est l'état des lieux détaillé des dimensions de sécurité humaine? Eh bien, ça ne va pas très très bien, on va dire. En tout cas, selon mon analyse, comme on peut le voir, les indicateurs sont presque tous dans le rouge pour 2022. En effet, donc, en 2021, comme je l'expliquais, il y a eu énormément d'initiatives circumpolaires qui ont été prises pour résorber les menaces aux dimensions de sécurité humaine, qui m'avaient poussé à prendre une posture assez optimiste dans un contexte de sortie de crise sanitaire, mais cet optimisme n'a pas résisté à l'année écoulée. Donc, de manière importante, le tableau est en ordre alphabétique et non pas en ordre de gravité des impacts. Donc, si l'on se concentre sur les indicateurs rouges, on peut identifier, comme j'ai expliqué, 2 grands blocs. Donc, les dimensions qui restent dans la continuité de 2021, avec les impacts holistiques des changements climatiques, et celles qui sont liées plus spécifiquement à 2022. Donc, tout d'abord, dans la continuité de 2021, les menaces à la sécurité alimentaire restent importantes, et elles sont illustrées en 2022 par les nombreuses initiatives visant à renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaire. En Alaska, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives qui sont montrées, illustrées par des projets de recherche, mais également par des subventions étatiques. Et concernant ces dernières, il y a eu des micro-subventions pour encourager le développement de cultures locales dans le cadre d'un programme de sécurité alimentaire lié à l'État de l'Alaska. La sécurité économique des populations autochtones est, sans surprise, toujours menacée par le coût et le manque de logement. Au Canada, le gouvernement fédéral a débloqué un total de 1,2 milliard de dollars dans son budget 2022
pour tenter de répondre aux besoins de logement de l'Inuit Nunangat et plus largement des peuples autochtones canadiens. Donc ça ne touche pas que l'Arctique. Mais de manière assez intéressante, c'est surtout la Russie qui devra faire face à cette menace. En effet, une étude publiée dans Nature cette année a montré que 30 à 50% des infrastructures circumpolaires et 500 villes ou communautés arctiques sont menacées par l'accélération du dégel du pergélisol à l'horizon 2050. Donc c'est énorme. Les infrastructures dans l'Arctique européen seront les moins affectées puisque c'est là où l'accélération du dégel du pergélisol est le moins important. Mais ce chiffre devrait avoisiner les 80% pour l'Arctique russe, qui est également fortement touché par l'érosion côtière. Et en effet, donc, les côtes russes perdent annuellement 7000 hectares, menaçant les infrastructures côtières comme les ports, les installations électriques et les gazoducs sous-marins. Au total, les coûts de réparation et de maintenance de ces infrastructures russes a été évalué à 20 milliards d'euros d'ici 2060. D'ici 2060, pardon. En plus de cette accélération du dégel du pergélisol, les risques à la sécurité environnementale identifiés en 2022 sont notamment la diminution de la banquise et du manteau neigeux, donc là aussi, pas grand-chose de nouveau, mais il y a des études qui ont montré que la diminution de la banquise arctique avait un lien direct avec les incendies qui ont eu lieu sur la côte ouest des États-Unis à des latitudes beaucoup plus basses l'année dernière. Et on a également l'apparition de nouvelles espèces animales, avec donc des castors qui migrent toujours plus haut, plus au nord dans l'Alaska. Également, lié au changement climatique, on a les menaces à la sécurité sanitaire. Il y en a 2 notamment qui ont été identifiés en 2022. Donc le risque de débordement viral, donc ça c'est pas nouveau non plus, et les difficultés d'accès à l'eau potable. Ici donc c'est directement en lien avec l'accélération du dégel du pergélisol qui va libérer des virus dans l'eau et qui va également entraîner des bris de canalisation et donc en rendant encore plus difficile l'accès à l'eau potable pour les communautés arctiques. Donc si l'on regarde maintenant notre deuxième grand bloc de dimensions, 2 dimensions sont plus spécifiquement menacées en 2022. Donc tout d'abord, les menaces à la sécurité personnelle qui sont toujours très alarmantes avec des taux de suicide très importants dans l'ensemble des sous-régions et qui touchent avant tout les jeunes hommes autochtones. Donc aux États-Unis, par exemple, on a un taux de suicide qui est 3 fois plus élevé parmi les Amérindiens et les autochtones de l'Alaska, toutes tribus confondues. Au Canada, une étude a montré qu'entre 2014 et 2018, le Nunavik, donc le nord du Québec, a enregistré une augmentation de 300% des suicides, dont 84% concernaient des hommes inuits de moins de 25 ans. Et les mêmes constats sont faits au Groenland et en Russie. Ensuite, la sécurité politique des autochtones russes a été fortement menacée en 2022, et c'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. En effet, plusieurs sources indiquent que les conscriptions ciblent avant tout les minorités ethniques, donc toutes les minorités ethniques de la Russie. Et il y a une autre source qui indique que le taux de décès au combat de ces minorités est 10 fois plus élevé que celui des mobilisés des grandes villes russes. En septembre, de nombreux hommes ont été recrutés en Yakoutie, qui est une région du nord-est de la Sibérie, dont la population est majoritairement autochtone. Donc, selon les médias locaux, 4500 hommes devraient être recrutés dans la région pour une population totale, donc incluant femmes et enfants, de 1 million. Ces mobilisations ont poussé notamment 2 autochtones russes à demander asile en Alaska en septembre, après avoir fui la Sibérie par le détroit de Bering. Donc pour terminer, l'indicateur de la sécurité communautaire est le seul à ne pas s'être aggravé selon mon analyse. Comme les années précédentes, le renforcement des liens communautaires se cristallise avant tout à l'encontre du secteur minier et cela rejoint les propos de Pauline sur l'accessibilité sociale de ce secteur-là. En Norvège, par exemple, on a une découverte récente de gros gisements de cobalt et de tellure qui sont 2 métaux nécessaires à la fabrication des batteries de voitures électriques qui menacent les modes de vie traditionnels samis. Et une source note que les conflits entre l'élevage de rennes et l'exploitation minière de minéraux nécessaires à la transition énergétique sont en augmentation dans le nord de la Scandinavie et dans les régions du nord de la Russie.
Cette situation a poussé Gun-Britt Reiter, qui est la chef de la branche Arctique et Environnement du Conseil Sami, a déclaré, donc je cite, « Nous sommes parmi les premiers à être touchés par le changement climatique et nous sommes à nouveau touchés par les mesures de la société pour atténuer le changement climatique. » Et elle a même utilisé l'expression que je trouve assez forte de troisième vague de colonisation qu'elle a appelée colonisation verte. Donc ces mobilisations ne sont pas nouvelles, les combats sont encore nombreux, et c'est pour ça que j'ai conclu à une stagnation et non à une amélioration des menaces liées à la sécurité communautaire. Beaucoup encore reste à faire et beaucoup de combats et, comme on l'a vu, des nouveaux combats, puisque la transition énergétique ne va pas épargner les sous-régions arctiques. Donc tout ça m'a poussé, voilà, comme vous pouvez voir, à une analyse assez pessimiste finalement des tendances de cette année. Je vais terminer là-dessus et je vous remercie de votre attention. Merci à toi, Magali. Nous en sommes donc au temps des questions. Donc j'ai vu que déjà il y avait des questions de la part de Mathieu, qui est toujours très inspiré. Alors, attendez, hop, que je retrouve les questions. Voilà, alors déjà, la première question pour Frédéric, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je vais te la lire. Dans le passage du Nord-Ouest pour 2022, parle-t-on de croisières avec d'énormes navires ou de plus petits? Et ensuite, il y a une deuxième question toujours pour toi, Frédéric. Parmi les projets de hub arctique dans l'Atlantique, lequel est le plus susceptible de survenir? Saint-Pierre ou Halifax? Et est-ce que le Maine serait aussi une option? Bon, alors merci Mathieu pour ces questions. Dans l'ordre, alors effectivement, il y a eu, il y a quelques années, on avait observé l'arrivée de très très gros navires de croisière. On peut penser au Crystal Serenity dont on avait beaucoup parlé, mais il y en avait eu quelques autres. Tout s'est arrêté. Ça avait déjà commencé avant l'éclatement l'éclosion de la pandémie, puisque plusieurs voix s'étaient élevées sur les risques, évidemment, par rapport à la sécurité, si jamais il y avait des accidents pour ces très gros navires. Et de fait, dans ce qu'on observe à l'heure actuelle avec la reprise de l'activité de croisière, ce sont effectivement des navires beaucoup plus petits, comme ce qui prévalait avant l'arrivée des très, très gros navires il y a quelques années. Donc, des navires qui font 100, 150 passagers, pas plus. Donc, est-ce que c'est parce que les croisiéristes qui exploitent les gros navires n'ont pas encore eu le temps de remettre l'Arctique à leur agenda, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont délaissé ce marché? Ça, il faudra le voir dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'en 2022, c'était essentiellement des navires beaucoup plus, de taille beaucoup plus réduite, comme ce qu'on observait, disais-je, auparavant. Par rapport au projet de hub de transbordement, je le mentionnais très rapidement, c'est sûr que les projets sont inégaux dans leur état d'avancement, dans la crédibilité du montage financier du plan d'affaires. Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un projet qui est essentiellement porté par des acteurs politiques, donc les édiles locales, le conseil départemental, la ville, qui voudrait effectivement transformer l'île en hub arctique, la porte d'entrée vers l'Arctique nord-américain. Pour le moment, ça suscite assez peu d'enthousiasme du côté du monde des affaires, alors que Halifax a beaucoup d'atouts dans sa main, à commencer par le fait qu'il y a déjà un port très, très actif, il y a déjà les infrastructures. La question, c'est plus les investissements qui sont nécessaires à consentir pour l'agrandissement, si jamais on veut effectivement être en mesure d'accueillir une activité supplémentaire liée au transbordement, sachant que, comme je le disais, on ne sait pas du tout quel volume ça pourrait attirer. Il y a effectivement Portland dans le Maine qui est sur les rangs, qui a déjà évoqué la possibilité de développer un hub de transbordement vers l'Arctique. Il y a Saint-Anthony aussi à Terre-Neuve, qui caresse l'idée de créer comme ça un hub de transbordement. Bon, tous ces projets atlantiques, ils ont comme principal écueil que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait le symétrique du côté de l'Alaska ou de la Russie, de l'Extrême-Orient, pour effectivement faire le transbordement dans l'autre sens. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens du point de vue logistique. Et il faut aussi donc qu'il y ait des compagnies maritimes qui acceptent de se spécialiser dans la navette. Tant qu'il n'y a pas de compagnie qui se déclare intéressée à développer effectivement le trafic de navettes, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de possibilité de développer ces hubs de transbordement pour utiliser le passage du Nord-Ouest pour le transit.
Merci pour tes réponses. Alors, s'il n'y a pas de questions de nos auditeurs, moi j'ai plusieurs questions, notamment déjà pour Pauline. Alors, la question de la mine de Marie River, là, c'est un sujet que je suis un petit peu et qui m'intéresse. Et il y a quelque chose qui me fait un peu tiquer, c'est, alors je ne sais pas à quel niveau c'est vrai ou pas, ou si c'est un peu une menace déguisée, le fait de dire que sans cette extension de la mine qui vient d'être refusée, sans cette extension, la mine ne peut pas, l'exploitation ne peut pas rester viable. Alors, j'ai plutôt tendance, moi, à le voir un peu comme une menace pour faire pression avant la décision du ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal. Mais je sais pas toi ce que tu en penses et si tu as des informations là-dessus. Et donc, mais après, j'aurais d'autres questions, donc j'aimerais bien savoir si tu as des informations là-dessus. Moi personnellement, non, j'ai pas plus d'informations. J'ai pas plus d'informations sur ça. Pour moi, c'était aussi pour faire pression pour que la décision penche dans ce sens-là. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Je sais pas si Frédéric a plus de. Les informations dont je dispose sont aussi assez partielles. C'est sûr que dans le plan d'affaires que la compagnie a déposé auprès de ses actionnaires, on prévoit effectivement la montée en puissance de l'exploitation, donc passer de 6 à 12 millions de tonnes de minerais expédiés. On mise donc sur le volume pour réaliser des économies d'échelle et mieux rentabiliser la mine. Maintenant, si on ne peut pas passer à la phase suivante, donc l'extraction l'expédition de 12 millions de tonnes, est-ce que si on reste à 6 millions de tonnes, ça nuit beaucoup à la rentabilité? Ça, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'effectivement, ce sont des menaces pour faire pression ou est-ce que ça remet vraiment en cause la rentabilité de l'entreprise? On n'est pas dans les secrets du conseil d'administration. J'imagine bien, oui, merci. Bah, de toute façon, je pense que l'avenir répondra à notre question, puisque la décision a été prise de ne pas étendre la mine pour le moment. On verra si elle continue d'être en exploitation ou pas, de toute façon. Exactement. Alors, je crois qu'on a une question de Whitney. Alors, ah non, c'est Whitney qui nous quitte. Ah, bonne soirée, Whitney, merci d'avoir été là. Alors, moi, j'en profite du coup pour continuer à poser mes questions. J'en ai toute une liste. Je vais encore embêter Pauline avec la question de la Chine, puisque j'ai un peu l'impression que la Chine est de plus en plus exclue notamment de l'Amérique du Nord, et en particulier du Canada, pour ce qui est de la question d'exploitation des ressources. Est-ce qu'on va vers une exclusion de la Chine du droit, entre guillemets, ou de la possibilité d'exploiter les ressources dans l'Arctique nord-américain? Vaste question. C'est vrai qu'il y a eu. C'est vrai que dans les dernières années, il y a eu plusieurs. Je pense que l'année dernière, on en avait parlé dans le rapport pour l'année 2021 où il y avait eu cette mine où finalement, en dernière minute, l'interdiction avait été donnée par Ottawa que la compagnie chinoise reprenne cette mine-là. Puis ça avait un petit peu fait date et après, il y a eu d'autres qui ont suivi. Mais là encore, c'est une question un petit peu difficile. Je ne suis pas sûre de moi être en mesure, compte tenu des informations dont je dispose, de donner une réponse définitive. Dire qu'on s'en va vers une interdiction complète, ça me paraît peut-être un peu audacieux comme statement. Mais cela étant dit, c'est certainement perçu comme dans plusieurs réunions que j'ai pu avoir cette année sur quels sont les grands enjeux qui se posent pour la sécurité en Arctique et quelles sont les vulnérabilités qui sont perçues par Ottawa. J'ai l'impression que en fait la possible ingérence ou en tout cas la possible intervention chinoise par l'intermédiaire de cette activité économique-là est clairement perçue, en tout cas, évidemment, peut-être perçue comme une vulnérabilité. Alors, de là à ce que ça devienne une interdiction qui soit proférée, qui soit proclamée à l'échelle du Canada, je pense quand même qu'on n'en est pas là. Mais je dispose d'informations très parcellaires sur cette question, donc je ne peux pas vraiment donner une réponse complète. J'imagine que Frédéric a beaucoup plus d'informations pour y répondre. Beaucoup plus, non, des informations complémentaires. Ouais, c'est vrai qu'on pense beaucoup à la décision à la fin de 2021 d'Ottawa d'interdire la reprise
la mine Timac par Shandong Gold, donc une société d'État chinoise. Ottawa, c'est pas beaucoup, le gouvernement fédéral, n'a pas beaucoup développé les raisons. Il a invoqué des motifs de sécurité, ce qui a bon dos, ce qui est très très large. Les motifs de sécurité, est-ce qu'on pensait à la sécurité économique, la sécurité militaire? On a vu toutes sortes d'articles fleurir dans la presse, des analyses qui disaient que oui, avec la cession de cette mine à une compagnie chinoise, on pouvait installer du matériel d'écoute passive qui pourrait espionner les activités de la base aérienne de Cold Lake, qui est quand même à 1500-2000 km. Donc, ça paraît un petit peu fumeux comme prétexte. Est-ce qu'on craignait qu'il y ait une espèce de contrôle du marché de l'extraction par des compagnies chinoises et que donc on craignait une trop forte concentration dans les mains d'intérêts chinois? Ça, c'est possible aussi. Mais toujours est-il qu'on n'a jamais su donc quelle était la nature des inquiétudes en termes de sécurité que le gouvernement fédéral développait. Je pense aussi que ça m'étonnerait que le Canada promeuille une interdiction définitive de l'entrée aux investisseurs chinois. Ça enverrait un assez mauvais signal par rapport aux autres investisseurs. Le Canada continue de promouvoir justement la liberté, la transparence, l'ouverture en matière d'investissement. Donc, ce serait assez contre-productif par rapport au message que l'on veut faire passer à ce moment-là, d'interdire définitivement l'accès au marché canadien pour les investisseurs chinois. Mais qu'on soit dans un contexte politique beaucoup plus tendu et que du coup, on y regarde plus facilement à deux fois lorsqu'il y a des projets d'investissement chinois, oui, effectivement, probablement. D'accord, merci pour vos réponses. Alors, je crois que Émilie voudrait intervenir. En fait, j'ai juste une question pour les panélistes. Je ne sais pas si je dois la poser par écrit ou si je peux la poser directement. Ah non, bah vas-y, hein, Ok. profite-en. C'est une question pour Pauline et Magali sur s'il y a des projets, sur les projets miniers dans l'Arctique européen plutôt. J'ai pas vu dans ta présentation, Pauline, s'ils étaient développés ou pas. Et par rapport à Magali, c'est par rapport à l'extension ou l'annonce qui a été faite de la mine de Kiruna, si ça avait des conséquences sur la sécurité des Samis aussi, au sens large, la sécurité humaine. Je ne sais pas si tu voulais y aller d'abord, Magali, mais ça fait que je vais y aller. Oui, c'est certain que j'en ai pas parlé dans ma présentation et je pense qu'on en parle assez peu dans le chapitre qu'on a rendu parce que limite de mots, limite de temps. Mais de toute évidence, il y a des projets. Simplement, peut-être qu'il n'y a pas eu de développement majeur cette année. Mais c'est certain qu'il y a des projets et qu'il y a des ressources qui sont exploitées et que ça pose des problèmes vis-à-vis des populations autochtones. Et je pense qu'il y a un rapport qui a été publié, je pourrais le retrouver, mais je pense qu'il y a un rapport qui a été publié il me semble, par le Parlement famille cette année, justement pour parler de ce problème d'exploitation et du développement de l'exploitation minière en Laponie. Je peux rajouter quelques éléments en espérant que ça ne coupe pas, encore une fois. Non, très récemment, il y a quand même donc, des sources de janvier là, qui ont quand même reparlé du fait qu'on doit déplacer le centre-ville de Kiruna de quelques kilomètres à cause donc, du développement de la mine. Ce qui pose quand même beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'on va primer le développement d'une mine sur tout un centre-ville historique. Bon, historique, c'est une ville qui a été construite pour la mine et pour les habitants de la mine, mais ça n'en reste pas moins qu'on va quand même déplacer l'intégralité d'une ville pour pouvoir mieux exploiter cette mine, mais aussi parce qu'il y a des risques d'effondrement qui sont liés à la mine, mais sauf erreur, pas au changement climatique. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus lié à la sécurité politique qu'à la sécurité économique, dans le sens où c'est vraiment une décision politique de déplacer tout un centre-ville pour des raisons économiques. Mais après, la mine de Kiruna fait quand même, je pense, vivre pas mal de monde dans Kiruna. Donc, je pense une décision difficile à prendre avec un rapport coût-bénéfice qui doit être fait. Voilà, c'est les éléments que j'avais à te partager pour répondre à ta question. Merci.
Moi, comme il y a pas de questions, il n'y a plus de questions, je voudrais rebondir là-dessus sur cette fameuse découverte de gisements de terres rares en Suède. À quel point ça peut avoir des effets, tout ça, ainsi que la question de la souveraineté technologique, la souveraineté en matière d'approvisionnement, pas seulement de terres rares, mais aussi d'énergie. À quel point ça peut avoir un impact dans l'Arctique sur l'exploitation de ces mines, de ces champs pétroliers, gaziers. Et la question de la souveraineté va-t-elle pas, comment dire, peut-être permettre de faciliter l'accès à ces ressources qui autrement auraient peut-être été laissées dans le sol pour des questions de protection de l'environnement. Et puis bien évidemment, bah, l'impact sur les populations locales risque d'être bien sûr très important. Est-ce que vous, au vu en plus de l'analyse que toi tu en fais, Magali, est-ce que tu penses que ça risque uniquement de s'aggraver ou est-ce qu'on peut voir un peu d'espoir, notamment pour les populations autochtones dans une prise de pouvoir pour se défendre contre des projets d'extraction qui peuvent avoir des effets négatifs sur leur mode de vie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pauline et Magali? Bah, je peux commencer très rapidement dans la continuité de ce que je disais à la fin de mon propos. Non, et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de combats à mener et malheureusement, jusqu'à maintenant, c'est souvent l'argent qui prime sur les droits autochtones. Après, ce qui s'est passé au Groenland l'année dernière ou il y a 2 ans, le temps passe trop vite, et quand même, envoie quand même des bons signaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des élections qui ont été gagnées sous couvert de mieux protéger son environnement et avec mobilisation d'autochtones qui voulaient avant tout pouvoir décider pour eux, avec eux et sur leur territoire, dans leurs propres termes. Donc ça a envoyé quand même un signal très positif. Après, le Groenland est quand même, je pense, un monde à part dans les sous-régions arctiques, mais je vais peut-être laisser Frédéric et Pauline apporter d'autres éléments de réponse à ta question. Tu veux commencer, Pauline? Non? Bon. Alors, effectivement, j'aurais juste quelques commentaires là. Il y a plusieurs projets effectivement d'extraction de terres rares qui se précisent un petit peu partout dans l'Arctique, parce qu'on sait qu'il y a des régions qui potentiellement détenaient ce genre de gisements. On ne les mettait pas en exploitation, comme tu l'as dit, Michael, essentiellement parce que ce sont en général des sites extractifs qui polluent énormément, en tout cas qui polluaient avec les technologies qu'on connaissait jusqu'il y a quelques années. Là, maintenant, les compagnies minières affirment, je ne suis pas ingénieur, donc je ne l'ai pas vérifié, qu'on peut procéder à de l'extraction de manière beaucoup plus responsable, durable qu'autrefois. Ça, c'est effectivement du ressort des pouvoirs publics de s'assurer, si on décide d'aller de l'avant avec de tels projets, que c'est bien le cas. Pour le Groenland, c'est effectivement assez particulier, puisque on a à la fois un gouvernement essentiellement local qui pousse beaucoup pour la promotion de projets extractifs parce que ça permet effectivement d'étoffer l'autonomie économique dans le but d'obtenir l'indépendance à terme et ce qui suscite un débat au sein de la population, ce qui est très sain d'ailleurs en soi, la population qui a bloqué essentiellement par rapport à l'extraction de l'uranium, pas tellement à propos de l'extraction des terres rares. Il se trouve que dans le projet de Kernfeld, les deux sont liés. On trouve à la fois des traces d'uranium et des gisements de terres rares qui sont mélangés. Ensuite, il faut extraire, effectivement, séparer l'uranium des autres métaux, des autres terres rares. Mais c'est surtout sur la présence d'uranium que la population a manifesté ses craintes. C'est la même chose du côté de Baker Lake, où le projet qui refait surface à l'heure actuelle, qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années, suscite beaucoup d'inquiétudes chez les populations locales parce que, justement, on craint beaucoup les conséquences environnementales de l'extraction de l'uranium. Mais il y a aussi des projets d'extraction de terres rares, notamment au Québec, qui, pour le moment, suscitent pas trop de réactions. Alors, est-ce que c'est parce que ces projets n'ont pas encore suffisamment maturé, donc il n'y a pas encore de possibilité que ça entre en exploitation, ou est-ce que, au contraire, les entreprises gèrent mieux la communication avec les populations locales? Ça, il faudrait vérifier.
Mais donc, selon les cas de figure, on observe effectivement des réactions très, très diverses des populations concernées. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle de terres rares, il faut bien valider quels sont les procédés d'extraction que les entreprises veulent mettre en œuvre. On sait que ce sont effectivement des mines en général assez sales. Oui, effectivement. Et puis comme toi tu le dis et comme Magali l'a bien fait remarquer, le Groenland est quand même un cas à part, puisque ce sont c'est un gouvernement local. Donc pour ce qui est de la Suède, les choses risquent d'être un peu différentes. Puis notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine où on aura besoin d'avoir accès à ces terres rares. Et que là, je sais plus c'était quoi, c'est quoi, 90% des terres rares viennent de Chine. Donc, ça risque de mettre quand même pas mal beaucoup de pression, je pense, sur cette découverte et pour qu'elle soit exploitée. Espérons que, comme tu disais, que les sociétés d'extraction aient trouvé un moyen de le faire de manière moins polluante, mais bon, ça, c'est compliqué, je pense, de pouvoir le vérifier. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette conférence. Alors, je ne sais pas si j'ai encore le temps de poser une question. Qu'est-ce que tu en penses, Magali? Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Alors, je vais poser une dernière J'ai fait question. oui de la tête, mais j'avais… Oui, tu… Merci. Je ne te voyais pas. Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu candide, mais sur la question des transits de la société néerlandaise Wagenborg, que tu as évoqué, Frédéric. Et est-ce que le Canada il gagne quelque chose au développement de ce type de transit? Et est-ce que ça serait pas, alors c'est peut-être c'est plus géopolitique que du transit purement et simplement. Est-ce que ça c'est pas vu comme un risque par le Canada qu'une société étrangère fasse des transits dans le passage du Nord-Ouest et puisse, par exemple, au niveau juridique international, rendre le statut de ce passage du Nord-Ouest un peu moins, comment dire, un peu plus international et donc faire, comment dire, affaiblir un peu le statut d'eau intérieure que le Canada défend au niveau international? Alors, la question est pertinente. Donc, quel intérêt pour le Canada et quelles conséquences juridiques? Alors, il y a déjà eu des transits de compagnies étrangères. Toutes ont à chaque fois demandé l'autorisation. Donc, du point de vue de la position politique, son interprétation juridique, ça vient conforter la position d'Ottawa, puisqu'à chaque fois, donc, on a des compagnies qui, avant de procéder au transit, demandent la permission à la garde côtière et au ministère de Pêche et Océans de pouvoir passer. Maintenant, l'autre question, quel est l'intérêt économique pour le Canada? Ben, il est proche de zéro, puisque on n'a toujours pas pu réviser à Ottawa la grille tarifaire pour le transit de navires. Par exemple, sur la voie maritime du Saint-Laurent, les navires payent un droit de passage qui est justifié par la fourniture de services, l'imposition d'un pilote, etc. Donc, tous ces services qui sont offerts et parfois obligatoires, ben, s'accompagnent aussi d'un paiement de la compagnie maritime vers le gouvernement fédéral. Bon, dans l'Arctique, régulièrement, je demande au ministère où est-ce qu'ils en sont. Ils me disent on est toujours en réflexion sur les tarifs qu'on peut demander aux compagnies maritimes. Donc, pour le moment, les compagnies ne payent rien ou alors c'est négocié de manière ad hoc et donc, ce n'est pas très transparent. Mais j'ai l'impression qu'elles ne payent pas grand-chose. Et c'est ce qui contribue à expliquer que le Canada, à la différence de la Russie, ne fasse pas du tout la promotion du transit par le passage du Nord-Ouest. Alors, on ne s'y oppose pas parce qu'on ne veut pas justement entrer dans le débat et commencer à voir des manchettes dans la presse étrangère. Le Canada interdit le transit à travers le passage du Nord-Ouest. Bon, donc, c'est encore théoriquement ouvert à tous les navires sans discrimination pourvu que les navires respectent les normes édicté par le gouvernement fédéral, mais il n'y a pas non plus d'intérêt économique manifeste pour développer ce transit. D'accord, donc en gros, tant que les compagnies jouent le jeu avec les autorités canadiennes, il n'y a pas tellement de risque juridique pour le Canada, mais pour le moment, il n'y a pas forcément d'enjeu et de retombées économiques hein, pour le gouvernement fédéral, quoi. Tout à fait. Bon, D'accord. pour le moment, les compagnies jouent le jeu parce qu'elles ont aussi, d'abord parce que
elles ne sont pas nécessairement tentées de d'entrer dans une querelle politique qui n'est pas la leur, parce qu'elles ont aussi des avantages. Dès lors qu'elles demandent la permission, elles reçoivent toutes les données, les cartes de glace, les données météo en continu, ce qu'elles n'obtiendraient pas si elles ne demanderaient pas la permission. Et en plus, souvent, elles ont l'obligation, de par leur assureur, de demander la permission. Donc, il y a aussi des acteurs tiers qui entrent en ligne de compte et qui disent clairement, beaucoup de compagnies maritimes, si vous n'êtes pas en règle avec les autorités canadiennes, ne serait-ce qu'à cause de ces contraintes de sécurité, ben, nous, on ne vous assure pas. D'accord, ouais, donc c'est un incitatif qui est quand même assez puissant. Tout à fait. Merci beaucoup. Ben, je vais clore ce panel et puis laisser la parole à Magali pour clore cette conférence. Encore une fois, je vous remercie tous. C'est toujours très intéressant de pouvoir faire vivre des écrits et puis pouvoir poser des questions. Merci à tous et puis je laisse la parole à Magali. Oui, merci beaucoup, Michael, d'avoir animé ce panel. Merci à tous d'être venus. J'espère que les échanges et les questions et les réponses aux questions ont été à la hauteur de vos attentes. On a eu la chance d'avoir la quasi-totalité de nos auteurs cette année. Il en manquait juste 2, puisqu'on n'a malheureusement pas eu le chapitre sur le tourisme pour des questions de décalage horaire. Et il manquait la co-auteure d'Émilie, donc Camille. Mais sinon, c'était super. Merci beaucoup à tous de vous être mobilisés. On a très hâte de revoir tout le monde l'année prochaine. On espère que vous avez hâte aussi de lire nos chapitres de l'année prochaine. N'hésitez pas à revenir vers l'une ou l'autre de nous si vous avez des questions plus spécifiques pour les chapitres. Et puis encore une fois, merci beaucoup. Merci à Mathieu de nous avoir fait confiance, de nous avoir redonné son projet. Et puis, je ne sais pas si tu as quelques mots à dire d'ailleurs, Mathieu, pour clore clore à nouveau. J'aimerais clore l'événement aussi par remerciant Magali, Michael pour la modération du panel. C'était de main de maître. Donc, excellent. Et merci aussi d'avoir dirigé la revue qui va continuer l'année prochaine. Je pense qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine, tant pour la revue que pour la conférence. Et merci à tous de s'être déplacés virtuellement pour venir entendre les observations. Merci beaucoup à tous. Belle à fin tous. de journée. Bonne nuit à Mickaël et à Émilie, qui sont toujours parmi nous. Ça, c'est vraiment bravo, merci. Et puis voilà. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt, à la prochaine, tout le monde. Merci.